le Wingmaster débrief du dimanche avec l'ami GG, Jérôme. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, Jérôme, on est dans cette version reboot du thème que l'on a déjà abordé. Alors, si vous voulez vous marrer, vous pouvez regarder l'épisode intégral que l'on a fait en live sur le 90 secondes challenge. Toutes vos questions survolées au printemps. On en reparle avec Jérôme tout de suite. Et on vous refait ce reboot parce qu'on a eu pas mal de problèmes de connexion. Alors là, vous avez le Wingmaster mobile, le van. Je vais me déplacer maintenant et je vais venir vous voir et on va en reparler. Mais je viendrai sur le site. Et là, c'est le Wingmaster vacances. Le Wingmaster vacances quand la 5G fonctionne, parce que pour vous expliquer, si vous regardez l'épisode original, on a eu des problèmes de connexion et donc vous avez pendant 20 minutes Jérôme qui est coincé à l'image et je lui parle au téléphone. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un truc un peu plus sympa, qu'on allait refaire le début de l'épisode. C'est ce qu'on fait maintenant et donc sur ces questions que vous pouvez voir avec Jérôme qui bouge pas et au téléphone, c'est un peu bizarre, on vous le refait. Donc la thématique est 90 secondes Jérôme pour répondre à chaque question. Et donc on parle du printemps et on a déjà fait des épisodes que vous pouvez voir dans les saisons précédentes, mais on peut résumer ça sur une première question. Jérôme, pourquoi c'est si particulier de voler au printemps ? Parce que le printemps, c'est les périodes de changement, en fait, les journées qui deviennent plus longues, la période d'ensoleillement qui s'agrandit, contraste aussi, donc comme la journée d'ensoleillement est plus importante, et ben ça va chauffer plus, et on a encore, par exemple en montagne, de la neige, on peut avoir le passage de perturbations, donc des ciels de traîne, du vent du nord, etc. Donc on a c'est une grosse période de changement. Les conditions entre guillemets de journée d'ensoleillement vont devenir propices au vol, donc tout le monde se remet un petit peu au vol et tout. Voilà, ça c'est on va dire le schéma un petit peu classique de la remise en selle du parapente pendant cette période-là. Tu disais aussi dans le live qu'il faut monter plus haut pour aller chercher des thermiques aussi peut-être. Alors ça dépend en fait. C'est-à-dire que il y avait une question sur les couches d'inversion et il n'y a pas plus de couches d'inversion, je pense, au printemps que pendant les autres périodes. Ouais. Voilà, on va en reparler. Le truc, c'est que voilà, au printemps, peut-être ce qu'il faut définir quand on est en montagne, ce dont il faut tenir compte, c'est vraiment les zones de montagne enneigées et les zones qui sont encore sèches. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une manière de voler un petit peu différente, peut-être pas tout le temps collée au relief ou moins collée au relief. Ça, c'est un des premiers points. L'autre point, c'est qu'on peut avoir une bonne instabilité à partir du sol. Donc, bonne instabilité, ça veut dire des thermiques, donc qui vont être propices au vol de durée, même dans les basses couches. Bon. Il y a aussi une histoire de plaine, hein, c'est parce qu'il n'y a pas que la montagne, il y a la plaine aussi, et les vols de plaine, c'est assez propice au printemps, justement. Exactement, parce qu'on a après des perturbations, justement, c'est pour ça que là on a vu qu'il y a quelques jours, il y a le record de France, c'est-à-dire au-delà de 450 km qui a été dépassé en France, en plus en vol de groupe, parce qu'il y avait beaucoup de pilotes. Et ben là, c'était après des perturbations, donc on avait un régime de nord-nord-ouest, je crois, au niveau du vent global, et une très bonne instabilité à partir du sol, ce qui permet sur ces vols de plaine, parce que les plafonds, les distances là sont énormes, c'est des plus grosses distances dans le monde, en fait. Le record du monde, il est vers 600 bornes. Donc, on se rapproche de ça. On se rapproche des 500 km en France en plaine. Et ces stabilités en basse couche va permettre de voler sans obligatoirement monter très haut. Et aussi, ça permet de faire des points très bas. C'est pas que ça permet, c'est que si on a des points très bas, et là, je crois que j'ai vu passer des messages avec des points bas à 80 mètres sol pendant le vol. 80 mètres sol, c'est-à-dire que 80 mètres sol, quand on commence à voler, 80 mètres sol, on est en fin d'approche. Ouais, c'est ça. On est en train de se dire quand est-ce que je vais faire mon final, voilà, on en est là, alors que là, ces 80 mètres sol peuvent être encore utilisés jusqu'au bout. Ça repart. Pour essayer de remonter et de repartir. Voilà. Bon, il va y avoir des questions là-dessus, Jérôme, mais tu as déjà répondu, donc les réponses seront peut-être plus courtes. Dans le live, on a Olivier Toumir qui nous avait dit « Je ne comprends pas les amis parce que quand il sort juste d'un stage de parapente de 15 jours à Val-Louise dans les Alpes et on a pu voler tous les jours. » Et c'est vrai que dans ce que tu dis attention, il y a des warnings, la météo, ça peut être fort, ça peut être violent et tout. Et donc Olivier qui a peut-être pas un niveau de parapentiste pro, lui, il a vu que tous les jours ça volait, que c'était cool, quoi. Oui, parce que après c'est pareil, mais c'est que ce soit au printemps ou dans d'autres périodes,
on arrive à trouver, parce que là, la période qu'on a eue était vraiment difficile au niveau météo, de la pluie, du vent du nord, du vent du sud, de l'humidité, tout, c'était tout mélangé. Et donc, il y a dans tout cet ensemble, on va dire général, peut-être sur la France, de météo pas super en fait, ou pas propice, on peut avoir des endroits, en fait, des bulles qui permettent de ne pas avoir de vent, d'avoir suffisamment de soleil, peut-être un peu de thermique, pas beaucoup de brise, pas de pluie, donc ils vont permettre de se mettre en l'air, de voler. Après, il y a quand même peut-être à nuancer, c'est quel type de vol on peut faire là-dedans. Quand on a des bulles comme ça de vol possible, c'est peut-être pas obligatoirement beaucoup de vols de durée, peut-être pas beaucoup de thermique, peut-être pas des vols toute la journée, peut-être pas du cross, mais quand même de se mettre en l'air, de faire des marchés-vols, de faire du vol local, etc. Donc oui, on peut trouver des endroits qui sont propices au vol, alors que de manière générale, c'est pas top. Donc il faut avoir la possibilité de se déplacer, de suivre ces endroits-là, si on a la possibilité et le Bien temps, sûr. bien sûr. Bien sûr. Merci Jérôme. On avait une question de Fabien qui disait qui te demandait quelle est généralement la meilleure période pour les grands crosses et la différence de plafond et de vitesse des thermiques, par exemple, entre le printemps et l'été. Eh ben, ce qu'on a vu là depuis pas mal d'années, en fait, on a vu que le mois d'avril, même s'il fait pas très beau en général, a souvent été propice à des grosses distances en plaine ou en montagne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de journées volables, mais ça a été propice à ces périodes-là. Après, tout dépend quand on dit les meilleures périodes pour faire du cross, c'est-à-dire quel type de cross on veut faire. Est-ce qu'on est en plaine, est-ce qu'on est en montagne, et quelle est son expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin quand on démarre le cross, il n'y a pas besoin de journées excellentes ou incroyables pour voler. Il suffit d'avoir quelques heures de thermique dans la journée, même des thermiques pas très forts et qui montent pas très haut, pour qu'on puisse déjà s'initier au cross, se déplacer, etc. Ça pose aucun problème, quoi. Après, pour les crosses, on va dire les gros crosses, vraiment, quand là on parle de distances qui sont sur les meilleures distances mondiales, 100, 200, 300, 400 km, ça devient énorme. Donc là, les journées sont plutôt il y en a pas beaucoup dans l'année en fait pour ces grosses distances-là. Et voilà, on va dire au printemps. Et on a vu, je crois que c'est l'année dernière ou et tout, que même au mois de juillet, il y a eu ces périodes de vol incroyables en montagne pour faire des grosses distances, c'est-à-dire au-delà de 300 km. On va dire qu'au printemps, on peut avoir des plafonds assez hauts et pas beaucoup de brise et des journées très longues en fait. Donc c'est là où on réunit pas mal de choses. En été, on peut avoir des plafonds très hauts en haute montagne, monter à plus de 4000, etc. Mais peut-être des brises très fortes dans les vallées, en montagne, etc. Et peut-être trop de stabilité dans les basses couches, en plaine, etc. Voilà, donc le printemps est souvent plus propice, on va dire. D'accord. Après, on peut se Non, dire mais on que peut crosser toute l'année, on peut crosser en bien sûr. septembre, en Ouais. octobre, voilà, tout Après, dépend de ce qu'on cherche. peut se dire pour un pilote de cross comme moi, un peu frileux et qui veut pas trop d'engagement, l'été c'est parfait parce qu'en plus il y aura moins de différence de température parce que quand on monte, ça peut vite cailler. Ça Quoi. caille. Au printemps, ouais, il y a des Oui, gros et ben, gradients par exemple, voilà, tu parles de ton expérience, par exemple, l'automne, c'est parfait en fait, Ouais. l'automne. C'est-à-dire que tu vas avoir des bonnes conditions toute la journée, ça sera peut-être pas trop fort, etc. Les brises vont commencer à C'est plus doux. s'assagir, Ouais. tu vois, donc c'est plus doux, etc. Donc tu vas pouvoir exploiter de manière plus confortable toute la journée thermique. Et donc, si tu as 3-4 heures de vol, tu as de quoi te faire des très C'est belles déjà pas balades, mal. en fait. Ouais, Voilà. clairement. Et Voilà. moins Alors que engageant. peut-être qu'au printemps, il va falloir définir la zone où peut-être ça sera un peu plus tonique, plus fort, plus froid, Bien sûr. plus haut, etc. Donc plus d'engagement, en fait. Puis comme tu le dis, c'est le début de la saison, on sort de l'hiver, on ressort le matos et tout. Exactement. D'y aller fort d'entrée de jeu, c'est peut-être pas ce qu'on cherche pour reprendre Voilà, pour les on veut pilotes peut-être qui s'arrêtent l'hiver. une progression Ouais. plus linéaire, quelque chose de plus progressif au début. Question suivante, Jérôme, dans notre challenge et dans ce reboot. Eric te demande est-ce que le dérèglement climatique rend les prévisions plus qu'aléatoires parce que lui dit le printemps peut se retrouver en hiver ou en automne, effectivement. Tout est un peu mélangé maintenant sur les conditions. Alors, je suis pas climatologue ni météorologue. Par contre, en tant qu'observateur, on voit bien que les schémas qu'on pouvait avoir
qui sont la période hivernale pendant laquelle il fait plutôt froid, il y a moins de thermique, etc. Ensuite, une période de printemps qui monte en puissance, une période chaude l'été, puis l'automne où ça se calme. En fait, ces schémas-là, on voit bien, il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir que c'est plus du tout les mêmes schémas. En fait, on peut plus se caler là-dessus pour notre activité. Donc, ça veut dire quoi en conséquence? C'est qu'on peut observer des conditions de printemps en plein mois de janvier ou en février, c'est-à-dire avec des thermiques plutôt consistants, forts, du froid, des plafonds montés haut. On peut voir aussi qu'à ces mêmes périodes, janvier-février, des créneaux de 48 heures ou 3 jours où il fait extrêmement chaud, c'est-à-dire qu'on dépasse les 20-25 degrés et qu'on est en short et en t-shirt, où on peut se baigner, c'est quand même incroyable. Des périodes de pluie très longues, donc c'est très, voilà, on est un peu perturbé parce qu'on n'arrive pas à se caler à des schémas qu'on connaissait. Donc ça veut dire que dans notre pratique, il faut pas trop se caler à des schémas qui sont plus en lien avec ce qu'on observe, ce qui fait qu'on peut avoir des conditions fortes en hiver et on peut avoir des conditions calmes ou stables sans thermique au mois d'avril par exemple, même s'il y a plein de soleil, quoi. Voilà. Donc il faut plutôt regarder les prévisions et observer ce qui se passe pour s'adapter. Voilà, et non pas se dire c'est le printemps ou c'est l'été, donc c'est comme ça ou comme ça. Voilà, C'est effectivement c'est ça la différence. Allez, on enchaîne les questions parce qu'il y en a encore quelques-unes avant qu'on termine et qu'on raccroche avec le live qu'on a fait vraiment en live. Train te disait, on m'a dit que les thermiques humides en ce moment sont plus cool que ceux que l'été qui sont secs. C'est vrai? Il y a une vraie différence thermique humide, thermique sec, Jérôme? Au niveau de l'intensité, je sais pas trop. Bonne question. Je vais dire que, alors je sais pas. Alors quand on parle de thermique sec ou thermique humide, c'est plutôt la matérialisation du thermique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nuages ou pas. On va appeler ça thermique blanc, c'est-à-dire que les ascendants sont matérialisés par des cumulus. Donc ça matérialise la hauteur à laquelle on peut aller. Cette hauteur peut varier dans la journée. Et donc c'est plus facile, la lecture en fait du ciel est plus facile vu qu'il y a de la matérialisation des ascendances. Et quand on se rapproche du nuage dans les thermiques blancs, souvent les thermiques reprennent de la puissance parce que la condensation va faire un dégagement de chaleur, donc ça reprend un petit peu de patate. Donc souvent près des nuages, ça va le vario, en fait, le taux de montée va réaccélérer. Quand on est en thermique sec, c'est-à-dire sans matérialisation, et ben déjà ça peut être un petit peu plus compliqué où on va enlever ce facteur visuel pour repérer les thermiques et ça peut aussi monter haut, pas haut, etc. S'il y a des couches d'inversion, mais elles seront moins matérialisées. Donc je sais pas si on peut parler je sais pas trop répondre à cette question, si on peut parler d'une turbulence si on est plus en thermique humide ou thermique sec en fait. Merci Jérôme. Je dirais qu'en thermique sec, ça peut être plus turbulent. Ouais. Ok. Bon à savoir. La question suivante de Stéphane Pain-Blanc, doit-on passer... Alors voilà, question très technique. Là, au printemps, doit-on passer des faces est aux faces ouest plutôt qu'en été? Très bonne question. Je ne sais pas non plus. Pour expliquer, Jérôme, la face est, c'est celle qui est au soleil dès le lever du soleil. Donc c'est celle qui le chauffe le plus vite. Dès 7 heures du matin, la face est va chauffer en montagne, la première en fait. Donc, pourquoi on passerait, oui, c'est bien de rappeler ça, pourquoi on passerait dans un vol d'une face est à une face ouest pendant un cross, c'est-à-dire qu'on va, l'objectif du cross sur les grands cross, ça va être d'essayer d'utiliser la période thermique de la journée la plus longue possible. Donc, on a intérêt à décoller tôt le matin, et si on décolle tôt le matin, il faut bien décoller sur des faces est ou des faces sud, et voire même décoller le plus haut possible en fait, pour essayer d'avoir le meilleur endroit possible, le meilleur créneau possible. Donc pour vous donner une idée, on peut décoller vers 9h30 au printemps sur des faces est pour déjà bénéficier des premières ascendances, donc rester en l'air. Et donc comme on va partir sur des faces est et qu'on va commencer à voler et continuer à se déplacer, à un moment, l'heure va passer, fin de matinée, midi, etc. Et à partir du milieu de journée ou un petit peu plus, c'est surtout les faces ouest ou sud qui vont commencer à chauffer plus. Donc, il va y avoir un moment de bascule pendant le vol où il va plus falloir suivre des faces est, mais plutôt basculer sur des faces ouest parce que les thermiques vont être générés plutôt sur les côtés ouest, les côtés qui sont plus ensoleillés. Donc il va y avoir un moment de bascule pendant le cross. À quel moment le faire? Ça peut dépendre de plein de choses.
à l'endroit où vous volez, ça va dépendre du type de cross que vous faites. Si vous faites du cheminement, à quelle heure vous êtes à tel endroit, ça va peut-être orienter votre vol, parce que si vous restez sur des faces est trop longtemps en début d'après-midi, peut-être que ça marchera plus. Peut-être qu'il y aura plus d'ascendance. Et si vous passez sur des faces ouest trop tôt, par exemple en fin de matinée ou en milieu de journée, peut-être qu'il n'y aura pas assez taux d'ascendance pour continuer le vol. Donc tout dépend où vous allez être pour ce moment de bascule et tout, et en fonction de votre vol. Tout à fait. Et donc plutôt que l'été, parce que peut-être effectivement l'été les jours sont plus longs, donc le soleil chauffe plus longtemps la face est avant de passer côté ouest, j'allais dire. Donc ouais, peut-être, ou en au fonction des printemps, c'est brises, ou plus etc. court. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Ou voilà, il faut voir, parce qu'il y a plein d'autres facteurs comme les sommets enneigés, etc. qui vont sûr. jouer aussi Et là-dedans. ouais, tout à fait. La question suivante de Stéphane S qui te demandait est-ce que le vol record de cette semaine au départ de Paris a été réalisé grâce aux conditions particulières du printemps. Tu as déjà répondu tout à l'heure, en Oui, expliquant on pourrait dire oui, voilà, ouais. plus un apport du vent du nord là en l'occurrence qui a permis de Voilà, faire qui des aide en vol de vitesses. plaine, ça permet de voler avec des vitesses sol plus importantes, Ouais. donc on va dire une moyenne horaire plus importante. On avait la question suivante de Max de Grenoble qui nous dit peux-tu nous parler des couches d'inversion? Tu as commencé à en parler, qui semblaient être plus traîtres au printemps, dit-il. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est vrai? Alors traître, pour moi, je sais pas ce que ça veut dire traître, c'est-à-dire qu'on peut avoir des couches d'inversion l'hiver, au printemps. Alors l'hiver, elles sont bien marquées souvent avec les mers de nuages, et après au printemps, on peut avoir justement moins de couches d'inversion parce que ça peut monter beaucoup plus haut, donc des couches d'inversion beaucoup plus hautes. Et puis l'été, des couches d'inversion peut-être plus marquées, c'est-à-dire que on voit vraiment des basses couches avec de la brise et de la stabilité en basse couche et de l'instabilité un petit peu plus haut. Donc l'été, on va décoller un petit peu plus haut que sur les sites qui sont en très basse couche. Après, peut-être rappeler ce que c'est une couche d'inversion. Hein. C'est-à-dire que quand on a des ascendances, l'ascendance va monter, en fait le thermique va monter, puis à un moment, il va y avoir une hauteur atteinte par le thermique, et ça, c'est défini par la masse d'air. En fait, si on a une espèce de couche d'air un petit peu plus chaud, eh ben, le thermique va bloquer dans cette couche d'air chaud qu'on appelle une couche d'inversion de température. En fait, il manque un morceau. Et on a vu là que cet hiver, ou même au printemps, là, au début de printemps, qu'on avait des journées qui ressemblaient à des journées d'été, c'est-à-dire stable en basse couche, les thermiques plafonnés, ça montait pas plus haut que 900 mètres ou 1000, et par contre, les gens qui décollaient très haut étaient au-dessus de cette couche, d'une couche un petit peu plus chaude, et bénéficiaient d'ascendance qui leur permettait de monter haut. Normalement, on n'a pas trop ça à cette période, mais on a été confronté à ça. Donc la couche d'inversion, est-ce qu'elle est plus traite, pas traite? C'est juste que ça va évoluer en fonction des perturbations qui passent sur le pays, et elles vont être plus ou moins marquées. Elles vont pouvoir se casser pendant la journée aussi, soit rester pendant la journée, c'est-à-dire que les thermiques ne passeront pas ce seuil en fait, et puis si ça chauffe encore plus, il y a des jours où le thermique va pouvoir passer ces couches d'inversion en fait. Voilà. Bon, en tout Donc cas, traite, je sais pas, mais en tout cas, il faut observer. Et ça, c'est l'hémagramme qui vous dit ça, c'est-à-dire okay. l'étude, l'observation de la couche, de la tranche de la masse d'air, qui va dire où sont les couches d'inversion, à quelle hauteur va monter le thermique à telle heure. En fait. Hémagramme, allez voir dans l'épisode Wingmaster sur la météo, parce que Jérôme vous explique comment il fait une préparation météo avant un cross, avant un vol, et donc il y a un bel épisode sur ça pour savoir comment on lit les différents outils météo, dont l'hémagramme. Allez, toutes les infos sur wingmaster.top. On n'a pas fait la promo de Wingmaster, mais vous connaissez, on le fera au prochain épisode. Voilà, Jérôme, on a fait ce petit reboot, donc puisque le live, on a eu des problèmes d'enregistrement. Et voilà, on a voulu refaire cet épisode avec les premières questions qui étaient voilà, plus vivantes quand tu les fais comme ça. Il y a une question pour raccorder au live suivant que je te pose, et là on va raccorder au live, vous allez voir, magie du montage. Donc on vous dit salut, et on se retrouve pour un prochain épisode live ou enregistré de Wingmaster, et on raccorde avec le live. Regardez avec cette question, parce que Fred te demandait, y a-t-il plus de danger à voler au printemps qu'à une autre saison, dû à la puissance des thermiques ou d'une instabilité marquée? Et Jérôme, par la magie, tu réponds dans un autre lieu, un autre endroit, regarde. Et attention, bien sûr qu'au printemps, normalement, les thermiques vont être plus forts avec moins de brise, et les thermiques peuvent être plus forts, les zones de cisaillement plus forts qu'à l'automne. Ça, on peut dire que c'est quelque chose de normal, on va dire, par rapport au temps d'ensoleillement dans la journée, au contraste des montagnes, de la neige, etc.
Par contre, on pourrait avoir des conditions très calmes au printemps et des conditions très fortes à l'automne. Donc, c'est ce qu'on disait au début. Attention de pas trop partir sur des schémas préconçus et plutôt regarder ce qui se passe en fait et s'adapter. Voilà comment je peux répondre à ça, quoi. Merci. Ah bah ça a été rapide. Tu as pas consommé tout ton temps. Mais si j'ai répondu bien à la question, je suis. C'est bien. La question, c'était plus fort au printemps ou pas, ouais. C'était plus fort le son aussi, on va y arriver sur tous les réglages. Alors, attends, il y a des questions, je sais pas si c'est une blague ou pas. Il y a quand même Gordon qui te demande, peut-on voler sous la pluie quand il n'y a pas d'autre possibilité de voler sur plusieurs mois? Et si oui, quelles précautions à prendre? Moi je dis combinaison de plongée, hein. Alors, et puis la bouteille de... Alors voilà, il faut s'habiller. Alors, ouais. Ça, c'est toujours pareil. Non, allez, vas-y, Jérôme, sérieusement. Le vol sous la pluie, on peut, par exemple, si la pluie, c'est de la bruine, si c'est pas fort, si on doit descendre de la montagne parce qu'on a 10 minutes de vol à faire et que la pluie est très faible et que vous n'avez pas de voile de ligne ou de performance, ça va passer, il n'y a pas de problème. Si la pluie est forte, c'est même pas la peine de penser décoller, même avec des voiles faciles, on va dire accessibles, parce que si la voile s'imbibe et que vous ayez besoin de faire les oreilles ou que vous volez lentement et tout, et si elles ont déjà quelques heures de vol, elles pourraient rentrer en phase parachutale. Donc on va éviter de voler sous la pluie. Et après, pour pas avoir un discours trop catégorique, je vous mets une nuance, mais il faudra pas enlever les morceaux de la nuance, hein. C'est-à-dire, globalement, on vole pas sous la pluie, mais si vous devez voler sous la pluie, on va éviter de faire du thermique, ça serait pour descendre de la montagne avec une voile en bon état, une voile plutôt accessible, et plus on va prendre de risques en montant, en volant sous la pluie, même si elle est faible, avec des voiles de performance qui ne supportent pas ça, quoi. Merci, des voiles Jérôme. de ligne, par exemple. Ouais, efficace. Tu as souvent rappelé la chose et c'est bien de le redire encore. Allez, c'est parti, on enchaîne. On va essayer de rattraper le temps perdu à faux problèmes techniques. Quelles sont les techniques efficaces pour rester au chaud et confortable pendant les vols printaniers en parapente? Alors, la question est coupée, mais je pense que normalement, lors des crosses assez longs, nous demande Charik. Alors, cross ou pas cross, on va juste dire vol de durée au printemps. On peut monter haut. Par exemple, là, ça montait, je sais pas, il y a 2-3 jours ici, ça démontait à plus de 2005 ou 3000, je sais pas. Et il peut faire super froid. Et quoi, super froid parce qu'on reste dans la durée. Alors après, on peut dire, bah, tu t'habilles comme quand tu vas faire du ski. Le truc, c'est qu'en ski, on bouge et on peut s'arrêter boire des grogs. Tandis que là, en l'air, on bouge pas beaucoup. On a les mains en hauteur et donc on finit par se geler avec le vent relatif. Et donc, si on veut rester longtemps en l'air, que ce soit en local ou en cross, il faut s'équiper. Équiper, ça veut dire globalement des gants chauffants. Si on n'a pas de gants chauffants, alors gants chauffants, c'est-à-dire des gants avec des batteries dedans, une résistance dans les gants, et vous avez plusieurs jeux de batterie, peut-être 2 jeux de batterie pour avoir à peu près 5-6 heures de vol avec les mains tièdes. Il faut pas avoir les mains trop serrées. Et après, il y en a qui mettent des manchons, c'est-à-dire une espèce de manchon en duvet qu'on met par-dessus le gant qui est accroché à la poignée, mais ça des fois suivant comme on tient les commandes. Ensuite, au niveau des habits, il faut penser au bas aussi, c'est-à-dire chaussettes chaudes, pas de chaussures trop serrées, un pantalon voire un collant. Et après, il faut avoir le multicouche que vous connaissez peut-être si vous faites de la montagne, pas de coton, ça sert à rien, plutôt des vêtements synthétiques près du corps et on monte et avec une doudoune en fait, il faut des doudounes, du duvet puisqu'on est en statique et avec des coupe-vents, bonnet, cagoule, voilà tous ces trucs là. Ouais, c'est vraiment et on peut même utiliser des chaufferettes, hein, des chaufferettes, ça coûte pas très cher, mais ça va être à utilisation unique, de mettre ça peut-être dans ses poches de veste pour toujours maintenir un peu de tiédeur. En fait. Les gars qui ont fait 10 heures de vol, là, et j'ai vu qu'il y avait des températures négatives, même à 1500, 2000 mètres, avec du vent du nord qui va à 40 km/h parfois. Ils ont fait des pointes à 80 km/h, j'ai vu. Par rapport au sol, leur vitesse relative, c'était vers entre 40 et 60. Ouais, donc le ressenti là-haut, ça devait être glacial. Quoi. La masse d'air, elle devait être très froide. Donc là, il faut un gros équipement parce que si on commence à avoir des onglets, les onglets, il y a plus de sang au bout des doigts. Quand le sang revient, c'est très très douloureux. Donc il faut se préparer à ça. Sinon, en général, au bout d'1 heure et demie, après, il faut penser qu'on va avoir envie d'uriner aussi quand il fait froid. Et voilà, il y a
plein de choses qui apparaissent avec le froid. Après, quand on a très très froid, on est un peu moins vif, un peu moins lucide aussi. On a plutôt tendance à s'endormir. Bien sûr. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça et s'entraîner, quoi. Oui, s'entraîner et aussi en tenir compte quand on va voler. C'est de la température. Donc, vous pouvez regarder, petite information, quand vous regardez les prévisions météo, vous pouvez regarder à quelle altitude est l'isotherme 0 degré. Eh oui. Ça peut vous donner une idée à partir de quelle altitude on peut passer en température négative ressentie. Ça peut donner une idée. Si c'est à 1000 mètres ou 3000, des fois l'été, c'est à 4000. L'isotherme 0 degré à 4000 mètres, la plupart des sites, vous allez pas trop vous allez pas souffrir. Par contre, si l'isotherme est à 1200 mètres, oui, ça va coincer, quoi. C'est pour ça que je dépasse jamais les 4000 moi l'été, on reste chaud, quoi. Tu restes en t-shirt. Voilà, en dessous 3009 mais pas 4. On a une alors attends, il y avait ça, il y avait je l'ai perdu, voilà, de raconter des bêtises, Jérôme. C'est parti. Le slip en laine, nous dit Emmanuel. Évidemment, le slip en laine, oui, c'est là ça peut paraître une connerie, mais après en sous-vêtements, avoir des sous-vêtements polaires, pas de coton, des trucs comme ça, des vêtements un petit peu amples, et pas hésiter à avoir très chaud au départ. C'est pas grave, c'est le prix à payer, à transpirer au départ. Si vous ratez 3 gonflages, qu'il y a du monde, il faut attendre la brise, etc. Mais vous allez être content plus tard, en fait. Allez, question très intéressante de Thomas. Je vous rappelle qu'on est dans le 90 secondes challenge, voilà, qui est tout à fait original ce soir. Et merci de nous suivre. Sacré challenge de connexion aussi. Jérôme, est-ce que tu as déjà eu des mauvaises rencontres avec des rapaces au printemps? On parle de cet incident là qu'il y a eu il y a quelques jours d'un rapace qui s'est accroché à un parapentiste. Et oui, mais le rapace, c'est un aigle en plus. C'est ça, voilà. Je crois, qui est très nouveau en fait. Et donc, est-ce que tu as déjà eu, toi, des mauvaises rencontres ou des oiseaux qui sont venus t'emmerder? À La Réunion? Je sais qu'il y a des pailles en queue, mais sinon, est-ce que tu as déjà eu ça? Dans mes expériences de vol, les rapaces avec qui j'ai volé, c'est les vautours, mais que ce soit dans le sud de la France ou ailleurs, c'est impressionnant, c'est gros, on vole très près, etc. Mais c'est assez placide, on dirait. Bon, voilà. À une époque, avec les buses attaquées. Alors ça, il y a très longtemps, je me rappelle ici, près de Grenoble, suivant en cheminement et tout, on se faisait attaquer par des buses parce qu'on passait trop près des falaises. Là, j'ai l'impression que j'ai moins entendu parler de ça. À La Réunion, les pailles en queue, il n'y a pas d'attaque, mais un peu comme s'ils venaient jouer, puis des fois, ils se mettent dans les suspentes, etc. Arrive. Et c'est assez gros. Et ça peut vraiment changer gêner pour le domaine de vol, etc. Là, on peut rentrer dans des trucs de moins de sécurité, faire gaffe et tout, devoir aller poser. Et là, les trucs nouveaux, voilà, ça a été des attaques, je crois, il y a eu 1 ou 2 attaques d'aigle, et le pilote, je me rappelle pas si c'était en bi ou pas, mais bon, il a été blessé, quoi. Il a eu très peur, il a été blessé, il a dû avoir des points de suture, je crois. J'ai pas tout lu en détail, mais ça, c'est assez nouveau, donc ça a fait un focus là-dessus. On dit qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai pas plus de nouvelles que ça. D'accord, mais attention aux zones de nidification, effectivement, voilà. Comme c'est surtout par exemple, cette période-là, si vous utilisez le site Spotter, apparaissent les zones, je me rappelle plus comment elles s'appellent, les ZAE. Voilà, quoi, plutôt les zones où il y a un endroit de protection. C'est des petites bulles, mais qu'il faut éviter, soit en passant plus haut, soit en les contournant. Et elles sont maintenant mises, et puis elles évoluent aussi. Elles sont mises sur les cartes de réglementation aérienne. Exactement. Donc allez voir sur le site Spotter, il y a pas mal d'infos, et puis effectivement après les fédés, les ligues font des retours aussi par mail. On l'a vu avec la ligue Rhône-Alpes là, qui avait fait une annonce justement après cette attaque d'aigle. On est pas mal au niveau questions. Jérôme, je crois que j'ai un peu tout éclusé de ce que nous ont posé les pilotes. Est-ce que toi, tu veux nous faire, il nous reste 2 minutes, et comme il est déjà 21h10, qu'on a eu des petits soucis de connexion, on va pas vous retenir trop longtemps, les amis. La pire attaque que j'ai pu voir, c'est un drone dans mes suspentes en vol, nous dit Philippe. Ben voilà. C'est ça aussi. Donc Jérôme...
Un petit rappel sur le printemps. Donc, on a bien compris que le printemps, les conditions, il faut pas rester sur l'idée reçue du printemps. On commence le 21 mars et jusqu'au mois de juin. C'est vraiment une masse d'air, on va dire. On voit bien qu'en ce moment là, et je l'ai vu aujourd'hui, il y a un ciel bleu. En tout cas là où j'étais, côté Charente, Bordeaux, ciel bleu, des nuages blancs, qui se forment très vite. Ça Très fait beau très vite ciel, des ouais. orages, ça bouge beaucoup. Même s'il n'y a pas de vent, Très instable. c'est ça, c'est une grosse instabilité, donc des choses très toniques, c'est surtout ça dont il faut se Alors, méfier, c'est grosse ça? instabilité, obligatoirement très tonique, ça peut vouloir dire qui évolue très vite, en fait. Donc, soit vers la pluie, on imagine que ça se couvre très vite et qu'il se mette à pleuvoir, ça va plutôt calmer la masse d'air. Alors voilà, comme tu le dis, il faut le rappeler en fait. C'est sûr qu'on a des schémas de périodes dans l'année. L'hiver, c'est mort, c'est gris, il fait froid, c'est pas bon pour voler ou c'est pas idéal en Europe, hein. Et après au printemps, ça se réveille, donc tout se réveille, c'est-à-dire l'aérologie, l'ensoleillement qui est de plus en plus long, les pilotes qui sortent de leur hibernation et tout, ça c'était les schémas qu'on avait avant, mais ça évolue. Et ensuite l'été, brise plus forte, plafond plus haut aussi, plafond plus haut mais brise plus forte, etc. Avec peut-être des risques d'orage qui apparaissent. Et puis à l'automne, une masse d'air qui commence à diminuer un petit peu en intensité, les journées qui raccourcissent, donc on va dire une possibilité de vol plus facile toute la journée. Ça, c'est le schéma qu'on connaît. Et on remarque là depuis quelques années en fait que ces schémas-là, c'est bien d'avoir des schémas comme ça, mais ça peut être complètement différent en fait. Remis en Donc question. avoir des conditions fortes l'hiver, en plein Ah mois oui. de janvier, février en montagne, bien qu'il y ait de la neige et tout, avec du vent ou pas de vent, mais du thermique fort, des fortes instabilités. On peut avoir au printemps des grosses couches d'inversion avec des chaleurs pas possibles, c'est sympa pour voler, d'aller se baigner, bronzer, etc., mais qui sont pas idéales pour faire du cross. Et une semaine après, il fait que pleuvoir, 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 ou il y a que du vent. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière, hein. Moi, j'étais dans le sud, c'était la tempête de vent, même ici. Donc, il faisait beau et tout, mais c'est pas volable. Et puis après, au milieu de tout ça, c'est ça qui est étonnant maintenant, c'est pour ça qu'il faut se méfier nuancer un peu, remettre en question les schémas. C'est qu'au milieu de ce cataclysme, entre guillemets, pour le vol libre, il y a des journées exceptionnelles de cross en montagne, en plaine, etc., où des records sont battus. C'est ça qui est particulier, en fait. Donc, ça remet un petit peu en cause les schémas. Donc, comment on fait avec? C'est quand on a un créneau de libre pour aller voler, on regarde les prévisions météo. Si on voit que les créneaux sont pas bons, est-ce qu'on peut se déplacer? Donc là, les gens, on a vu, hein, ils vont faire 600-700 km en bus à plusieurs pour essayer d'aller dans des endroits sympas pour voler. Et ensuite, on va observer un peu ce qui se passe et s'adapter aux conditions du jour, en fait. Donc ça pourrait être fort, pas fort, etc. Parce que j'ai un ami là que j'accompagne sur sa progression, etc., et qui m'a envoyé quelques messages, peut-être qu'il écoute là, quelques messages avant d'aller voler avant-hier. Il me disait oui, je vais aller voler à Saint-Île, mais ça va être super fort, ça m'inquiète et tout. Et je lui ai dit, tu t'inquiètes à l'avance, mais attends de voir sur place, tu vas prendre le temps d'observer, regarder les autres parapentes, la température de la masse d'air, et après tu vas te mettre en l'air si tu as décidé de décoller, puis tu vas adapter ton vol. Soit c'est sympa, tu continues, tu restes. Si c'est super sympa, tu te déplaces un peu, et si t'aimes pas, tu vas poser. Et donc, il s'inquiétait beaucoup à l'avance. Et là, après, j'ai revu passer un de ses messages. Il a fait un de ses plus beaux vols. Il est monté haut, il s'est déplacé et tout avait l'air de bien aller, en fait. Donc, entre ce qu'il a vécu et ce qu'il appréhendait, il y avait une grosse différence, en fait. Oui, donc attention, comme tu dis, au message aussi, à cette croyance que le printemps, ça peut être toujours fort. Voilà, faut Voilà, nuancer. c'est ça, c'est le toujours, en fait. Ouais, Voilà. ouais. Il faut nuancer ça, aller voir et pas se dire. Et c'est exactement comme le même message. Oui, moi, à midi, il faut pas voler parce qu'à midi, c'est trop fort. Mais à midi, ça peut être super calme et très fort à 8 heures du matin et se calmer dans la journée à midi. Donc, il faut nuancer tout ça. Ce sont souvent des schémas qu'on donne au début de la progression pour se dire, voilà, les pilotes feront pas de conneries comme ça. On leur met des schémas comme ça. Mais après, comme vous allez voler, vous avez plus de temps, vous observez, vous vous adaptez.
petite, on va prendre encore 5 minutes, Jérôme, si ça te va. Bien sûr. Stéphane Gouep nous dit, dans les massifs enneigés à cette époque, voler décalé du relief à la limite neige-caillou ou neige-herbe fonctionne bien, il me semble. Tout à fait. Tout à fait, c'est une très bonne remarque et on le voit bien. Alors on le voit en montagne pour la neige en fait, parce que la neige en fait va pas du tout se réchauffer ou va pas réchauffer la masse d'air qui est en son contact. Elle va plutôt absorber les rayons. Donc les frontières herbe-soleil, donc là ça peut être des frontières d'altitude, etc. Ces frontières, ces contrastes en fait entre la neige et un sol sec, plus sec, ça peut être des gros déclencheurs thermiques, voire des cheminements à faire. Et donc on va pas faire les mêmes cheminements l'été, par exemple, qu'au printemps. Au printemps, s'il y a beaucoup de neige, oui, on peut être très décalé des reliefs. Oui. Ça c'est possible, oui. Ok, merci Jérôme. Et à la Réunion, on peut avoir ce que je pense, s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, qui connaissent, quand il y a une casquette, c'est-à-dire une couverture nuageuse, cette couverture nuageuse fait de l'ombre au sol, et il va y avoir un contraste entre l'ombre des nuages et la partie où il n'y a pas de nuages, donc ensoleillée. Donc là, ça fait une ligne contraste ombre-soleil qui est très bien à suivre aussi, parce que là, les thermiques vont être plutôt à cette ligne-là. Alors que si tout le sol est sec, il n'y a pas de nuages, on va pouvoir se rapprocher du relief. Allez Jérôme, on finit avec 2 questions. La première de Fabien qui dit, théoriquement, imaginons un pilote qui a un pilotage parfait. Est-ce qu'il peut quand même exister un danger dû à la puissance d'un thermique au printemps? Si on me dit que le pilote peut gérer un pilote parfait, je sais pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire un pilote qui est lucide, qui est capable de gérer des grosses turbulences et tout, bah oui, il y aura pas de problème. Après, pardon, regardez Jérôme, un petit peu. Excuse-moi, oui. La question est complétée par où est-ce que le seul danger météo peut venir du vent? Mais alors, c'est pas le danger météo vient du vent, c'est le danger viendrait d'un vent trop fort avec une expérience pas adaptée. Voilà, par exemple. Après, on peut avoir, si le vent est trop fort, c'est-à-dire n'importe quel pilote, quel que soit son niveau, ne pourra pas voler parce que le vent est trop fort, donc les turbulences sont trop fortes. Donc, c'est pas compatible avec le parapente. Mais là, tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est avant, en fait. C'est, j'ai une expérience, il y a un peu de vent, il y a des turbulences, il y a des gens en l'air, est-ce que j'y vais ou pas, en fait? Voilà. C'est ça la question, en fait, je pense. Donc c'est compliqué de répondre comme ça, de généraliser la réponse. Là, vous avez, je crois, une petite vidéo de Pierre-Rémy qui tourne, où Pierre-Rémy, c'est un excellent pilote des Pyrénées, excellent pilote en compétition, etc., au niveau mondial. Et là, il y a une petite vidéo qui doit faire 30 secondes où on voit qu'il est avec sa voile de compétition, je pense, dans les Pyrénées, où c'est marqué entraînement et il vole dans du vent très fort. Donc, si vous regardez, vous allez voir un peu les mouvements de la voile et les mouvements de pilotage qu'il a. Mais il y va de manière consciente, il sait ce qu'il fait et il y va pour un objectif d'entraînement, en fait. Donc, c'est toujours pareil. Quelle est votre intention quand vous allez voler? Mais c'est pour ça que la question, elle emmène plein de trucs. C'est est-ce qu'on peut voler sans risque, par exemple? Ben non. Quand on va voler, c'est un sport à risque. Donc le but, c'est pas de se mettre en danger et d'être conscient des conditions dans lesquelles on vole et d'être conscient de ses capacités, en fait. Voilà. Allez, la dernière question, Jérôme. Merci pour ta réponse. Dorothée S. Salut Dorothée. Pour effectuer les premiers crosses, est-il préférable d'avoir un vent météo plutôt nord laminaire que sud? Eh ben, j'aimerais lui dire, mais où est-ce que tu voles? Et pour faire un premier cross, il n'y a pas besoin de vent. Le vent ne sert à rien pour crosser. Le vent va plutôt soit vous gêner dans votre cross, soit être favorable, comme on l'a vu là sur le vol de plaine, parce qu'il va être un moteur, il va vous permettre d'augmenter votre vitesse moyenne par rapport au sol. Donc cette question, moi je dirais, si tu commences à faire du cross, c'est parfait s'il n'y a pas de vent. Tu n'as pas besoin de vent. Oui, c'est ça, c'est que c'est l'image des crosseurs, mais alors d'un niveau compétition international quand même, qui utilise le vent aussi pour se déplacer, hein, mais on n'est pas au même niveau de parce début que alors de cross. Moi, si je pense à mon plus gros cross, ça doit être dans les 2,80, 2,90, il n'y avait pas de vent du tout, sur 10 heures de vol. 2 km 90 en 10 heures, c'est pas terrible, Non, Jérôme. 290 donc en 10 heures, ouais, donc il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent, et au contraire, c'est bien. Alors peut-être qu'avec du vent, suivant l'orientation du vent, ça m'aurait aidé, peut-être avec une masse d'air plus turbulente, mais ça m'aurait peut-être permis de faire un peu plus grand, je sais pas, j'en sais rien. Mais là, les conditions étaient parfaites, quoi.
Idéal, c'est que du thermique et des transitions et de la brise. Les premiers crosses, ouais, c'est ça. On se dit sans vent, c'est quand même mieux. C'est Sinon, idéal. on doit gérer le vent aussi. À la Réunion, on gère souvent le vent d'un sens ou dans l'autre. Et ben à la Réunion, on va voler sur l'endroit où il n'y a pas de vent justement, et le vent va pouvoir être aidant à un moment et vraiment vous empêcher de voler. Et en montagne, c'est pareil. En plaine, c'est différent, c'est-à-dire que le vent, si vous crossez en plaine, vous pouvez avoir du vent qui va vous pousser, bien sûr, vous n'allez pas faire du cross vent de face en plaine. Et là, il y a des récits de vol, là, il y a 2 jours, où justement, il y a une orientation du vol de certains par rapport à un régime d'ouest, en fait, qui apparaissait dans la journée. Donc, il y en a qui en ont tenu compte, d'autres non, et ça a fait des différences sur le vol de plaine. Merci Jérôme pour tout ça. On va clôturer ce Wingmaster un petit peu particulier, version mobile de mon côté. Toi ça marche maintenant, c'est dingue, hein. C'est quand même non mais je pense que t'as rien changé, c'est le réseau chez toi. Ça arrive que les émetteurs soient surchargés ou des problématiques liées à la météo. Donc c'est reparti, tant mieux. Tu nous as rejoint en milieu, puis on a pu le faire avec le téléphone au début. Et puis moi j'ai des problèmes sur la version mobile d'affichage des questions, comme tu l'as vu, et de tirage au sort aussi. On va pas pouvoir le faire ce soir. Ce que je vais faire, c'est que les 4 personnes là qui nous ont offert des petits dons, Ninix, Sebef, Fabrice et Thierry, envoyez-moi un petit mail, je vous offre des stickers Wingmaster et vous participerez d'office au tirage au sort de la prochaine fois pour avoir une chance de remporter un lot, mais en tout cas vous avez remporté les stickers et on va offrir, en tout cas c'est Rock the Outdoor et c'est René qui va offrir un de ses lots, et allez voir sur le site Rock the Outdoor, il fait plein d'objets en 3D, René, qui sont hyper utiles. Il va offrir un de ces objets à une des personnes qui a posé une question ce soir. Je vais la tirer au sort sur la tablette là en faisant comme ça. Et le pisse en l'air est quelque chose qui marche très bien pour pisse en l'air d'ailleurs, ouais, tout à fait, absolument, c'est vraiment boum. Au-delà de 2 heures de vol, ça va commencer à être nécessaire. Donc pas de roue ce soir parce que voilà, les capacités techniques sont limitées ce soir, vous avez bien compris, nos capacités intellectuelles également, enfin les miennes en tout cas, et c'est Gordon qui remporte le lot offert par Rock the Outdoor. Bravo Gordon, félicitations. Donc du coup tu nous envoies un petit mot sur le site Wingmaster. Ouais Jérôme, t'essayes de faire tourner la roue mais il n'y en a pas, et j'ai même plus le chat non plus. Voilà, ce soir c'est un petit peu j'ai la version mobile que j'ai pas upgradé par rapport à la version fixe. Déjà t'as vu, il y a un super décor. Maintenant on peut aller boire des bières, et on est content malgré tout de vous avoir offert ce live. Célia, je te promets, je ne me redresse pas pour pas taper le plafond, et merci Jérôme de ta participation. On se réchauffe, et désolé pour ceux qui ne volent pas en ce moment, c'est très compliqué. Moi je crois que j'ai pas volé depuis le mois de décembre, c'est un truc de fou, hein. C'est très compliqué de voler. Tu fais du fitness dans ton camion quoi. Exactement, tu vois, je fais comme ça là, je touche le plafond, et voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. On vous promet qu'on va upgrader ça, mais ça me rappelle un peu le confinement quand on tâtonnait, Jérôme, quand même. Exactement. Quand on a il faut peut-être pas habituer à trop de schémas bien carrés. Ouais, exactement, il faut de l'improvisation, il faut un petit peu des trucs rigolos, voilà, comme voilà. Merci, le live le plus drôle du coup. Bonne soirée, merci Train, c'est sympa. Et même Charlie, on l'a vu faire une cascade derrière. Charlie aussi est toujours en forme. Allez, à fond. Merci Jérôme, et on vous dit à très vite depuis le van, et depuis je sais pas où tu seras Jérôme la semaine prochaine, mais on essaye de se refaire un live très vite qui fonctionne. Allez, des bisous à tous, merci de nous avoir suivis. Bye à tous, à très et vite. merci Merci Jérôme.